Nous avons parlé dans un précédent épisode, pour ceux qui nous suivent, et je suis persuadé que vous êtes quelques-uns. En tout cas, je suis aussi convaincu que vous commencez probablement à trouver là des outils pratiques, des outils concrets, des outils conceptuels. On a parlé dans un précédent épisode de sérénité, d'engagement et de réalisation de soi. Et j'espère que nous avons réussi à vous démontrer que c'était de vrais outils de pensée et non pas du prêt-à-penser, que c'était des concepts et non pas des vœux pieux. Nous allons de la même manière et dans le même état d'esprit, en essayant d'être le plus pragmatique possible, nous poser la question du manager épanoui. Comment devenir un manager épanoui? Évidemment, dans une question comme celle-là, il y a une tentation très forte qui est celle de répondre avec bon sens, en appliquant les conseils de sa grand-mère. Mais la vérité, c'est que dans le contexte d'une entreprise, il faut essayer de déduire et de réfléchir par le prisme de méthodologie, de dispositifs. Alors justement, je vais donc faire une fois de plus hommage à Jean-Paul Lugan et à ses travaux, à ses recherches, à l'enquête qu'il a menée sur les cadres aujourd'hui. Voilà ma première question, quels sont les facteurs personnels qui sont déterminants pour être épanoui dans son travail? Alors, ce que je voudrais dire, merci de me passer la parole, c'est vrai que lors de la dernière enquête qu'on a réalisée sur les conditions d'emploi des cadres, 31% seulement des cadres étaient épanouis. Et les facteurs qui facilite l'épanouissement d'un cadre au travail, c'est d'abord qu'il a l'espace et les moyens pour travailler. Ça, c'est important. La deuxième, c'est qu'il puisse optimiser ses compétences, voire les développer. Et la troisième, c'est que ça corresponde à quelque chose qui lui fasse plaisir. Et ça, c'est important. Si on a ces ingrédients, alors on va avoir un manager épanoui. Bon, alors si on reboucle avec l'état d'esprit dans lequel on a travaillé nos précédents sujets, en particulier celui sur la sérénité, l'engagement, la réalisation de soi, est-ce qu'on peut évidemment dire que ça, c'est source d'épanouissement et que par épanouissement, c'est bien ce que vous entendez, c'est-à-dire quand il y a la réunion de ces notions-là. On est d'accord? Absolument. Bon, alors maintenant, on va poursuivre justement la réflexion qu'on a amorcée, qu'on a effleurée sur la fin du précédent épisode, qui était la possibilité de traduire ça au-delà du bon sens, au-delà du talent, qui est généralement celui d'un bon coach pour créer cet accompagnement. On va essayer de poser les bases d'une approche méthodologique et essayer de se demander ce qui se passe quand vous n'êtes plus là. Qu'est-ce qui fait que le manager avec qui vous aurez vécu 9, 12, 20 sessions va ne pas oublier vos enseignements? Alors la première des choses, c'est qu'il ait déjà un projet pour lui-même. Ça, c'est important. Je considère les managers comme des athlètes de haut niveau. Et c'est comme ça que je travaille avec eux. Ça veut dire qu'ils ont constamment le souci d'avancer. Et de toute façon, si vous refusez d'être meilleur demain, vous refusez déjà d'être bon aujourd'hui. Donc la problématique, c'est que c'est d'abord un projet. Il l'a demandé, il est volontaire pour le faire, on ne lui a pas imposé. Ça, c'est déjà la notion de sens. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de moi-même? Et j'imagine donc voilà, mener à bien ce travail de lucidité sur ce que l'on veut vraiment faire soi-même. Très bien. Donc ça, c'est un premier élément, on va dire, de méthodologie. On peut se mettre un post-it sur le frigo et puis l'avoir tous les matins, parce qu'il ne faut pas que j'oublie ça. La deuxième chose, au même titre que beaucoup de managers qui sont épanouis, c'est la volonté de progresser. Et ça, c'est important. J'ai bien conscience dans ma tête de ce que je dois faire. J'ai les outils, j'ai les clés d'accès. Mais la tête ne suffit pas. Il faut aussi le cœur. Donc la volonté pour tous les jours se remettre en question, tous les jours aller à l'entraînement, tous les jours se dire je vais progresser sur tel aspect, tel aspect, tel aspect. Et en même temps que tous les jours je progresse sur tel aspect, j'évalue ce que je fais. Parce que contrairement au monde sportif, la plupart des dirigeants évaluent très peu leur propre comportement. Ils évaluent et ils demandent très souvent d'évaluer les comportements d'autrui. Et rarement, et d'ailleurs on le voit bien dans l'entreprise, plus on monte, moins on s'évalue. Puisque c'est l'ego qui vous évalue. Ok. Alors, question pour Victor, puisque je sais qu'il tient à cœur à Victor de traduire ces raisonnements on va dire, en équations qui, du point de vue du management, sont compréhensibles, sont réutilisables. Et peut-être qu'on va pouvoir apporter justement un complément dans cette réflexion en se demandant par exemple si, en dehors de ces facteurs personnels, ce qui influe le plus au sein de l'entreprise et dans son fonctionnement pour qu'un manager soit épanoui. Le but de l'entreprise, c'est pas que les managers soient épanouis. Encore une fois, on se concentre et on focalise sur le manager. Il doit être épanoui, il doit être serein. Mais pour quelle raison? Lui, il ne demande pas ça. En tout cas, c'est une étape intermédiaire pour atteindre un but supérieur. Non, c'est pas. Non, je suis désolé, c'est pas une étape intermédiaire, c'est un plus.
Là, on demande du plus. On demande du plus aux salariés. Et d'abord, je ne vois pas pourquoi on parle que des managers, c'est tout le monde qui est concerné. On a tous besoin d'être bien au travail, d'être épanoui dans sa vie, de se sentir bien. Pas plus le manager que l'agent, que le dirigeant. On a tous besoin d'être bien, de vivre bien, en travaillant dans un contexte agréable et de qualité. Mais c'est pas ça le but. Pourquoi on lui demande ça? En contrepartie de quoi doit-on demander à un manager d'être épanoui? Si je fais mon travail... Est-ce que c'est pas le moteur de la performance? Non, c'est pas le moteur de la performance. Le moteur de la performance, c'est d'abord la justice organisationnelle. Est-ce qu'il y a une équité dans ce qu'on me demande de faire en termes de réalisation et de performance? Vous n'êtes pas juste en désaccord là sur les termes? Non, mais je n'ai pas dit que... Mais je dis c'est un bonus. C'est pas ça. D'abord, il y a des étapes, il y a une séquence. Il faut d'abord que le sens du travail soit là, que les conditions de la réalisation du travail soient réunies. Et si j'ai pas ça d'abord, je vais pas me sentir bien. Donc je vais pas être épanoui, je vais pas être serein, je vais pas être engagé. On met pas la charrue avant les bœufs. C'est pas en disant, on va pas décréter l'épanouissement et la sérénité. Je suis pas d'accord avec vous, Victor. On peut quand même s'en donner les moyens. Victor, je suis pas. Permettez-moi, pour bien sûr, d'accord. Je pense que si on a pour objectif, c'est à la fois d'être pérenne, rentable et d'avoir des salariés heureux, alors on va choisir un chemin qui permet effectivement à l'organisation d'être pérenne, rentable et épanoui. Ce n'est pas une conséquence, c'est tout simplement, il faut que j'inscrive ça dans ma stratégie. On le voit dans le monde du sport. Si on n'a pas un sportif épanoui, on n'aura jamais la même performance. Donc, c'est un non-sens de dire, je ne vais pas en faire un objectif, au contraire. Et on sait bien que l'action de tout salarié, elle est double. D'abord, satisfaire l'organisation et me satisfaire. Alors, bien entendu, quand il y a des conflits d'intérêts entre satisfaire les besoins de l'organisation et les miens, je dois avant tout satisfaire les besoins de l'organisation. Mais je pense, une fois de plus, que passer par un modèle de management qui soit orienté salarié, il permettra d'avoir beaucoup plus de performance, au même titre que ce que l'on voit dans le monde du sport, que d'avoir un modèle de management orienté client, où le salarié, il est traité à son détriment. Et c'est là où je dis, c'est un objectif que d'avoir aussi des salariés heureux dans toutes les organisations. Et dans un épisode précédent, on avait dit en quoi l'intelligence émotionnelle est importante. On s'est rendu compte que les femmes avaient beaucoup d'intelligence émotionnelle et que généralement, dans les organisations où il y a plus de femmes que d'hommes, on a des niveaux de performance économique et sociale beaucoup plus élevés. Donc elles ont ce souci-là parce que c'est aussi des mères. C'est vrai que les pères sont généralement, sauf la nouvelle génération... On dit la même chose mais différemment. Parce que Jean-Paul exprime ça comme étant une évidence. Or, pour un PDG et une gouvernance, c'est loin d'être une évidence. Pour eux, c'est pas d'avoir des salariés qui se sentent bien, n'est pas pour eux une condition de la performance. Et c'est dommage. Et c'est dommage. C'est pour ça que je dis, toi, c'est de la croyance, Jean-Paul, et c'est de l'évidence, bien sûr, mais c'est pas vécu comme ça. C'est pour ça que, si tu veux, j'essaye de mobiliser l'attention là-dessus. Pour les dirigeants et la gouvernance, c'est le cadet de leurs soucis, voire peut-être le dernier de leurs soucis. Je me permets quand même d'apporter un complément, c'est la stratégie pour aussi... certains, pour une grande majorité des dirigeants. Oui, non, mais je sais bien, pas besoin entre nous de prendre des précautions oratoires. On se qu'on n'est pas dans la généralisation. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qu'on a peut-être négligé, puisqu'on ne l'a pas dit une seule fois depuis le début de ce plateau, c'est d'avoir une stratégie de rétention des collaborateurs. Je veux dire qu'on a évoqué dans d'autres épisodes la nécessité de ne pas tomber justement dans le syndrome d'Alzheimer à l'échelle de l'entreprise, d'assister à une fuite des cerveaux, les gens qui partent ou qu'on met à la porte sans penser à renouveler justement ce savoir. L'épanouissement, c'est aussi un outil de la DRH pour faire en sorte que les gens ne partent pas. C'est une stratégie de rétention, de fidélisation, non? Ça a été un article dans le management, ça. Non, mais alors, justement, à ce sujet-là, justement, aujourd'hui, je publie justement le taux d'échec du processus d'embauche qui donne une donnée relative qui est l'indicateur de congruence emploi-travail. C'est-à-dire véritablement de mesurer l'épuisement des organisations à faire sortir des gens qu'ils ont fait par tous les moyens qu'ils ont essayé de recruter, que ce soit fidélisé en interne ou recruté à l'extérieur. Justement, c'est une schizophrénie totale. On est dans le paradoxe total. Parce qu'effectivement, si on installait de la confiance, si on installait ce climat de confiance va permettre un engagement, va permettre une fidélisation, mais comme on ne l'a pas intégré comme un objectif stratégique,
en disant la seule façon d'avoir de la performance, c'est pas en ayant du cash, c'est pas en ayant des actionnaires stables, c'est pas en ayant une bonne stratégie, c'est, oui, il faut tout ça, mais de façon inconditionnelle, il faut créer de la confiance et donc que les gens se sentent bien dans notre entreprise. Et tant que c'est du cosmétique et de la com, c'est n'importe quoi. Voilà. En l'occurrence, j'ai pas l'impression que ce soit ce qu'on ait dit, puisque en gros, Victor parle du cadre qui est favorable donc, à la performance et donc voilà, au bien-être et au fait que l'entreprise atteint ses objectifs. Ce cadre, c'est la confiance, c'est des choix stratégiques. Voilà. Mais ce cadre que l'on dépeint, c'est bien un cadre favorable à quelque chose que l'on peut appeler l'épanouissement des managers. Oui, mais l'épanouissement, c'est un peu le concept, c'est un bonus, je dirais, c'est un bonus. Ils vont être épanouis si d'abord ils ont confiance. Ça veut dire que si, au plus haut niveau, on va mesurer la performance du bien-être et du mal-être au travail comme étant un indicateur de performance, comme une performance financière, au même niveau. Bonus ou pas, tu es d'accord, Victor, pour dire que sans épanouissement, quand bien même on atteindrait ses objectifs et l'entreprise serait successful, ça ne pourrait pas durer, on est d'accord. On peut très bien se sentir bien au travail sans être épanoui. Bon, très bien. Alors on va conclure ce plateau, ça sera le mot de la fin. On va rebondir de toute manière, vous allez voir, sur un nouvel épisode. Quant à nous n'allons pas tarder à enregistrer. Vous, votre petit pointeur, j'espère, se balade. Parce que vous verrez que l'épisode suivant nous permet d'enchaîner de façon tout à fait logique. Êtes-vous un manager traditionnel? Non, pas vous. C'est la question posée par l'épisode suivant. À tout à l'heure.